Bienvenue à tous pour ce webinaire sur les heures de délégation, donc RH, maîtriser les heures de délégation. Ça va être un webinaire sur le sujet. On est parti pour 1 heure de webinaire avec donc Cécile et Catherine. Je suis moi-même donc Laure Montigny, chargée de marketing chez Assis. Je vais être l'animatrice de ce webinaire et je vais laisser la parole à Cécile et à Catherine qui vont elles-mêmes se présenter. Catherine Papin, je suis expert produit chez Assis sur Sourcis et je suis aussi déléguée CSE, donc je connais le sujet un peu des deux côtés. Voilà. Bonjour à tous, moi c'est Cécile de Rouen. Alors je suis avocate en droit du travail et je suis également cofondatrice de l'Académie RH qui est un organisme de formation à destination de tous les RH. Donc je suis ici pour animer la partie juridique, pour faire un petit rappel du cadre légal en compagnie de Catherine et Laure. Donc, au programme de ce webinaire, on va d'abord commencer sur le cadre juridique et légal, ensuite sur la mise en place dans une solution de gestion des temps du suivi et de la gestion des heures de délégation. Et comme je vous le disais, on aura un temps de questions-réponses à l'issue du webinaire. Cécile, je te laisse la parole. On est parti avec le cadre juridique et légal des heures de délégation. Alors, les heures de délégation, la première fois qu'on en a, c'est peut-être lors de la mise en place des membres du CSE. Donc, on découvre totalement un autre univers. Donc, je vais vraiment repartir de la base. Comme ça, on va pouvoir toucher tout le monde. Il y a peut-être des gens qui sont connectés aujourd'hui et qui n'ont pas forcément l'utilisation des heures de délégation. Donc, on va repartir du début. Dans une entreprise, on va trouver plusieurs types de représentation du personnel. Donc, les représentants du personnel, c'est ceux qui vont représenter les salariés auprès de l'employeur. Et il y en a différents types. Vous avez la représentation qu'on va appeler la représentation élue, avec notamment le CSE, et puis la représentation qu'on appelle la représentation désignée avec les organisations syndicales. Donc, dans le CSE, je pense que ça vous parle, si je vous dis membre du CSE titulaire, membre du CSE suppléant, les représentants de proximité qui sont rattachés aussi au CSE ou les représentants syndicaux au CSE sont tous issus du coup de cette organisation qui est une instance élue, donc qui est issue de des élections professionnelles. Donc ça doit vous parler. Donc, on a ces premières personnes qui vont représenter les salariés auprès de l'employeur, mais on a aussi à côté de ça des personnes qui seront désignées par des organisations syndicales. Donc là, il n'y a pas d'élection directement, même si souvent vous avez des personnes qui auront les deux casquettes. Quand vous avez une organisation syndicale qui va désigner chez vous un délégué syndical parce qu'elle remplit toutes les conditions pour pouvoir le faire, eh bien vous aurez ce mandat à gérer en plus dans votre entreprise, en plus du CSE. Vous pourrez aussi avoir ce qu'on appelle des représentants de section syndicale, le RSS. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Bon, dites-vous que le RSS, c'est celui qui aspire à être délégué syndical avec justement notamment un crédit d'heure plus important. Et puis, vous avez la section syndicale qui peut donc exister dans les entreprises. Donc là, on a juste une représentation très globale pour bien commencer sur ce que vous pouvez trouver dans une entreprise, cette représentation élue et cette représentation désignée. Maintenant, on va un peu plus rentrer dans le détail pour bien comprendre. Ouais, je voulais juste rajouter qu'au niveau de cette représentation des différentes sortes d'élus, on a tout à fait dans les logiciels des moyens d'identifier les salariés concernés, puisqu'on va voir, Cécile va nous expliquer qu'il y a un nombre d'heures différentes en fonction du rôle de chaque élu, et donc on va pouvoir gérer cette différence au sein de nos logiciels. Absolument, c'est important de bien faire la distinction entre chacun de ces mandats parce que derrière, les conséquences ne sont pas les mêmes, notamment sur le temps qui sera imparti à ces personnes pour exercer leur mission. En fait, les heures de délégation, c'est quoi? C'est vraiment le temps légal dont on va mettre à disposition de ces représentants pour l'exercice des missions qui leur sont confiées. Alors, soit en tant que membre du CSE, soit en tant que délégué syndical, puisque le rôle sera un peu différent. Le délégué syndical, il est là pour négocier vos accords. Principalement, il a d'autres missions, mais principalement, ce seront celles-là. Donc là, maintenant, si on regarde maintenant le détail des heures de délégation, qui sont les bénéficiaires des heures de délégation? Eh bien, pas exactement tous ceux que je vous ai cités.
On va bien entendu retrouver le membre du CSE titulaire, ça, il n'y a pas de débat. Donc, il y a un droit qui est reconnu par la loi. On va donner un temps à ces personnes pour exercer les missions. Donc, titulaires, les représentants de proximité, on les retrouve également avec des heures de délégation, représentants syndicaux au CSE, les membres du conseil, les délégués syndicaux, pardon, et les représentants de section syndicale. En revanche, vous constaterez que le CSE central et les membres suppléments du CSE n'ont, eux, pas directement de crédit d'heure. Alors, quand je parle de crédit d'heure ou d'heures de délégation, c'est la même chose, hein. Les heures de délégation, c'est ce qui va être accordé aux salariés et on appelle ça aussi le crédit d'heure. Donc, les suppléants en propre, c'est-à-dire au titre de leur mission de suppléant, ils ne vont pas avoir de crédit d'heure, sauf lorsqu'ils vont remplacer, bien entendu, un salarié titulaire absent. Ou sauf si vous avez un accord collectif qui va permettre le transfert des heures entre les titulaires et les suppléants. Mais en dehors de ces cas de figure, effectivement, on est sur les deux cas où vous ne trouverez rien dans le Code du travail. Alors, le Code du travail, il donne un minimum, mais bien entendu, il est possible que vous ayez des dispositions qui soient plus favorables dans vos entreprises parce qu'il y a beaucoup de règles dans tout ce qu'on va évoquer qui seront issues de la négociation qui pourra être différente et plus favorable dans votre entreprise. Si on continue avec les différentes instances, juste toujours pour être au clair sur les termes qu'on peut utiliser et qui peuvent porter à confusion. Vous avez déjà entendu parler de CSE d'entreprise, de CSE central, de CSE d'établissement ou de représentant de proximité ou encore de conseil d'entreprise. Quelle différence entre toutes ces instances? Bien, à chaque fois, en fait, on a bien l'idée de mettre en place un CSE dans une entreprise, mais en fonction de l'organisation de l'entreprise, ce n'est pas toujours juste un CSE d'entreprise qu'on va mettre en place. Dans une entreprise avec un établissement, il n'y a pas de débat, le CSE d'entreprise, ce sera un seul et unique CSE et vous pourrez, à titre facultatif, mettre en place ce qu'on appelle des représentants de proximité. Ça, ce n'est pas obligatoire, mais vous pouvez le mettre en place. Donc, le CSE d'entreprise, c'est celui qu'on va retrouver dans les entreprises à partir de 11 salariés, même si on le sait, entre 11 et 50 salariés, les attributions seront réduites et au-delà de 50 salariés, on aura des attributions qui ressemblent à ce qu'on avait avant quand il y avait les comités d'entreprise. Vous savez, avant qu'il y ait la fusion des délégués du personnel et les comités d'entreprise. Donc, dans une entreprise avec un établissement, CSE d'entreprise, ça, c'est le cas facile. Après, vous pourrez avoir peut-être une entreprise où vous aurez plein d'établissements différents et donc vous allez mettre en place un ou plusieurs CSE d'établissements et au-dessus, vous allez les chapeauter par ce qu'on appelle un CSE central. Et c'est pour ça que je vous dis, le CSE central, il n'a pas de titulaire avec un crédit d'heure spécifique qui leur est accordé, mais il va être là pour faire fonctionner du coup l'ensemble des CSE avec des salariés qui vont participer en tant que membres des CSE d'établissement au CSE central. Et enfin, dernière configuration que vous pourriez trouver dans votre entreprise, c'est un conseil d'entreprise, un peu plus rare, mais tout à fait possible. L'idée du conseil d'entreprise, c'est d'avoir un CSE avec un pouvoir de négociation. Si vous n'avez pas de conseil d'entreprise, en fait, vous pouvez tout à fait avoir un CSE avec des délégués syndicaux à côté pour négocier vos accords collectifs. Mais cette faculté de négociation, elle peut être intégrée directement dans le conseil d'entreprise. Et donc, c'est pour ça que le CSE change de nom dans le cadre de cette instance. Donc, dans tous les cas, peu importe que vous ayez un CSE d'entreprise, d'établissement ou un conseil d'entreprise, on pourra retrouver à l'intérieur des représentants de proximité qui sont toujours facultatifs, mais qui peuvent être vraiment un lien très utile avec les salariés pour garder cette proximité quand on a des entreprises qui sont assez grosses. Donc, en fonction de l'instance, vous le comprenez, le crédit d'heure va varier et aura des règles de fonctionnement qui seront communes, mais avec un nombre différent. C'est là où, justement, on va se parler du nombre d'heures prévues dans le cadre du crédit d'heure. Donc, comme je vous le disais, c'est important de distinguer les différents types de mandats que vous allez avoir. Pourquoi ? Parce que, en fonction du mandat du salarié, le nombre d'heures du crédit d'heure va être totalement différent. Donc, la loi, elle va fixer ce qu'on appelle un crédit d'heure mensuel minimum, qui va être augmenté, qui peut être augmenté par accord collectif.
Pour vous donner quelques exemples, dans une entreprise entre 50 et 150 salariés, les membres du CSE titulaire auront 12 heures par mois. Et puis, elles auront 18 heures entre 151 et 499 salariés. Et en fait, en fonction du coup de l'effectif de l'entreprise, vous avez des minimums qui vont augmenter. Donc, sur cette première ligne que je vous ai mise sur les membres du CSE titulaire, je vous ai dit que c'était entre 10 et 34 heures par mois et par titulaire. En réalité, si on reprend le détail, vous aurez beaucoup de lignes dans le Code du travail qui vont prévoir un nombre d'heures spécifiques en fonction de l'effectif de l'entreprise, que je n'ai pas détaillé ici. Minimum que vous allez pouvoir aménager librement dans votre entreprise pour faire plus favorable. Les membres du CSE qui sont suppléants, eux, n'auront pas d'heures de délégation en propre, sauf un accord plus favorable. Donc, ils vont utiliser les heures des titulaires. Les membres du CSE central, eux non plus, n'ont pas d'heures de délégation en propre, ça on l'a dit. Et ils vont utiliser le crédit d'heure des CSE d'établissement. Souvenez-vous, le CSE central, c'est pour tous les CSE, toutes les entreprises qui fonctionnent avec un CSE d'établissement. Les représentants de proximité, pour eux, il n'y a pas de minimum légal. Donc, ça va vraiment être dans le cadre de la négociation qu'on va fixer le nombre d'heures accordées. Pour les représentants syndicaux, on sera sur 20 heures du coup d'heures de délégation par mois. Donc, représentants syndicaux au CSE, ce n'est pas le RSS, ce n'est pas le DS, c'est encore un autre mandat. Ils ont tous presque les mêmes noms, donc c'est vrai qu'on peut vite se tromper, mais le représentant syndical au CSE, vous l'aurez que dans les grosses entreprises, hein, dans les toutes petites boîtes, il n'y en a pas. Le délégué syndical, maintenant le DS, lui, vous voyez, il va avoir, en fonction de l'effectif, entre 12 heures et 24 heures. Donc là, c'est vraiment important de prendre en compte finalement les effectifs avec la taille de l'entreprise. Et vous voyez par rapport au nombre d'heures accordées, c'est vraiment celui qui va avoir le plus d'heures dans toute cette représentation désignée. Je vous ai dit, vous avez les DS, les RSS et puis ceux de la section syndicale. Si vous regardez, du coup, c'est pour ça que je vous l'ai fait un peu sous ce format-là, vous constaterez que les 24 heures du DS, c'est ce qui peut être accordé au max. C'est pour ça que le représentant de section syndicale, à côté, avec ses 4 heures, il est très loin d'avoir le même nombre que le délégué syndical. C'est le délégué syndical qui, pour réaliser ses missions, va avoir le plus grand nombre d'heures. Délégué syndical central, 24 heures. Et pour ceux qui sont membres de la section syndicale, là, on est à 12 heures par an, avec un crédit d'heure supplémentaire qui est donc accordé en cas de négociation. Là-dessus, c'est important, on se l'a déjà dit, de vraiment distinguer parce que dans votre entreprise, probablement, vous allez avoir un accord qui va donner un nombre d'heures de délégation très différent en fonction du mandat et ce sera à vous de mettre dans votre outil le bon nombre d'heures en face de chaque salarié. Donc, c'est là, en fait, dans les outils, effectivement, on va pouvoir gérer par paramétrage les différents compteurs qui sont liés aux différentes typologies de mandats et donc, pour chaque mandat, mettre bien les heures associées dans les bons compteurs. Ouais, ça, c'est très important, effectivement, de faire le point. Donc, voilà pour, de manière globale, le crédit d'heure. Donc, soyez pas étonnés si c'est différent. Là, je vous donne vraiment le minimum, mais il y a toujours une part qui sera issue de la négociation. Si on continue maintenant sur la situation des forfaits jours, vous avez constaté qu'on n'a parlé que d'un nombre d'heures. Et les forfaits jours, donc ce sont des salariés qui ont signé une convention de forfait jour avec un nombre de jours à travailler. Pour eux, en principe, rappelez-vous, on n'est pas censé décompter des heures, on ne peut décompter que des jours. Donc la particularité pour ces salariés, elle a été prise en compte dans le Code du travail. Comment? En considérant que pour ces salariés, on va accorder des demi-journées, en fait. On va faire des portions de demi-journée grâce à des séquences de 4 heures. Donc, en fonction du nombre d'heures de mandat qui sera attribué à ces salariés qui sont en forfait jour, vous allez regarder combien de séquences de 4 heures vous avez. Ça va vous donner autant de demi-journées. Et puis, si jamais il vous reste une dernière séquence qui est inférieure à 4 heures, on donnera une demi-journée en plus. Donc, pour vous donner un exemple concret, quelqu'un qui a 10 heures de crédit d'heure, concrètement, combien il va avoir
de journée en demi-journée pour le forfait jour, puisqu'on ne peut pas lui compter des heures. Il va avoir 3 demi-journées. Donc, 2 demi-journées de 4 heures, et puis après, il restait que 2 heures. On va lui donner une 3e demi-journée, même si cette demi-journée, 2 heures, ça ne correspondait pas à 4 heures, mais on va l'arrondir au-dessus. Donc ça, si vous faites ce calcul pour tout forfait jour, c'est comme ça que vous allez vérifier combien de demi-journées vous allez donner à vos salariés qui sont en forfait jour pour prendre en compte leurs particularités liées au fait que ces salariés, normalement, ne fonctionnent qu'en journée et pas en heure. Alors, dans nos logiciels, on a la possibilité, en fait, effectivement, au lieu de saisir ce qu'on appelle un événement en demi-journée, puisqu'effectivement, on ne va pas pouvoir décompter des heures, on va quand même essayer de le suivre en heures en saisissant plutôt une rubrique qui va permettre, en fait, de vraiment suivre les heures de délégation plutôt que de le forcer à saisir un événement en demi-journée. On a cette possibilité, effectivement, dans nos logiciels de faire un peu autrement, de contourner cette possibilité, de contourner cet écueil. Et alors, petite parenthèse aussi par rapport, on pourrait avoir parfois des questions sur le télétravail. Le télétravail, il ne va pas avoir d'impact sur le nombre d'heures de délégation accordées. En fait, le salarié qui va être en télétravail, il va avoir, même s'il est en télétravail à 100%, il va avoir les mêmes droits que les salariés qui ne le sont pas, et il va avoir son créditeur dans des conditions de droit commun. Puisque forfait jour, souvent on se dit forfait jour, on fait le lien avec les cadres, avec ceux qui sont plus ou moins en télétravail. Donc là-dessus, dites-vous que c'est le même fonctionnement pour les salariés qui sont en télétravail ou pas. Une fois qu'on s'est dit du coup combien d'heures le salarié pouvait avoir, ce qu'il faut savoir, c'est mais qu'est-ce qu'on compte exactement dans le crédit d'heure? Le crédit d'heure, on va l'utiliser pour certaines missions, mais il y a certaines réunions, certains temps qui seront consacrés à la mission du salarié qui ne seront pas décomptés du crédit d'heure, qui seront donc hors crédit d'heure. Donc là, c'est très important de faire cette distinction entre ce qui est compris dans le crédit d'heure et ce qui est hors crédit d'heure. Alors, qu'est-ce qui est compris dans le crédit d'heure? Ce qui est compris dans le crédit d'heure, bien entendu, c'est le temps qui est consacré à la mission représentative. Le salarié fait des préparations de sa réunion. Il a des réunions qui sont internes au CSE. On va aussi inclure les temps de trajet, tous les temps qui sont nécessaires pour se rendre aux réunions internes du comité ou en exécution des fonctions représentatives seront du coup décomptés dans le crédit d'heure. Et enfin, dans le crédit d'heure, on va comprendre les réunions qui sont organisées par l'employeur, mais en cas d'exercice par les élus de leur droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes. Ce qui va être hors crédit d'heure, en revanche, ce sont les réunions qui sont convoquées par l'employeur. Les réunions à la demande de l'employeur pour les membres du CSE et les représentants syndicaux au CSE dans les entreprises d'au moins 500 salariés, on va avoir un temps qui sera hors crédit d'heure. Idem pour les réunions de toutes les commissions. Donc, les membres du CSE vont se réunir en commission. Ils vont le faire donc, dans la limite de 30 heures ou 60 heures par an. Ces temps-là ne rentrent pas en compte dans le crédit d'heure. Le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans des situations d'urgence et de gravité. Parfois, vous avez le CSE, les membres du CSE vont agir un petit peu dans l'urgence, justement, dans cette situation. En cas de danger grave et imminent, on leur demande d'intervenir rapidement. Pour éviter que ces temps qui sont un peu exceptionnels et qui vont un peu au-delà des missions classiques, ne grignotent leur crédit d'heure, on va considérer que c'est en dehors du crédit d'heure qu'il faudra donc les décompter. Le temps passé, pareil, par les membres du CSE à toutes les enquêtes internes qui sont menées après un accident du travail ou un risque grave, pareil. Ça, on va les sortir pour ne pas pénaliser le crédit d'heure des membres du CSE si jamais on est dans ce cas de figure. Et enfin, les temps de trajet pour se rendre aux réunions qui sont organisées par l'employeur sont également hors crédit d'heure du salarié qui sera membre du CSE. Donc ça, c'est important de le rappeler parce que ça pose souvent des questions. Alors, comment on utilise maintenant ces heures de délégation? Ces heures de délégation, elles doivent être du coup utilisées selon
une obligation de loyauté. On va présumer qu'elles sont utilisées de bonne foi. Il faut que le salarié utilise donc ses heures de bonne foi. Donc, on part du principe qu'il va utiliser correctement ses heures. Une fois que j'ai dit ça, pourquoi je vous dis ça? Parce que ça va vous permettre de mieux comprendre pourquoi ça peut paraître surprenant, mais on ne va pas pouvoir contrôler l'activité de votre salarié quand il va utiliser ses heures de délégation. Pas de contrôle a priori, sauf dans certains cas, on le verra sur l'utilisation en dehors, mais sinon, en fait, l'utilisation des heures de délégation, on va présumer qu'elles sont réalisées de bonne foi. Donc, ils ont une grande liberté, en fait, pour mener à bien leur mandat, pour utiliser leur crédit d'heure. Donc là, les élus du CSE, les DS, les RSS, ils pourront prendre leurs heures de délégation pendant l'horaire du travail, en dehors de l'horaire de travail. Mais bien entendu, si on le fait en dehors, il faudra que les nécessités du mandat le justifient, hein. Donc, on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on veut. Mais ce ne sera pas à l'employeur de se faire juge de cette exigence de devoir prendre eh bien, les heures de délégation en dehors des heures de travail. Ce sera au salarié après de prouver, le cas échéant, que les nécessités du mandat justifient que des heures de délégation soient prises en dehors. Donc, si on regarde dans le détail, on va avoir ce qu'on appelle cette présomption de bonne utilisation des heures de délégation. Présomption de bonne utilisation, ça veut dire que je ne peux pas, eh bien, en avance, précompter les heures de délégation du salarié sur le planning pour faire en sorte qu'il les utilise correctement. C'est lui qui va gérer. Je ne peux pas non plus imposer la prise d'heures de délégation uniquement en journée entière parce que ça m'arrange et que je n'ai pas envie qu'il y ait une prise qui soit différente par le salarié. Donc, vous voyez, il y a vraiment, l'employeur, il est censé laisser beaucoup de liberté, du coup, aux membres du CSE pour leur permettre d'utiliser leurs heures. Je ne peux pas avoir un contrôle préalable des heures de délégation. Ça, c'est interdit. Donc, le contrôle préalable, ça veut dire, bah, je vais demander qu'est-ce que tu vas faire, où est-ce que tu vas. Ça, c'est pas possible, en fait, pour l'utilisation des heures de délégation. Par contre, ce que j'ai le droit de faire, j'ai le droit quand même, pour la bonne organisation de mon entreprise, de demander ce qu'on appelle l'utilisation de bons de délégation. Ça, c'est OK. Pourquoi? Parce que l'objectif derrière, c'est juste de savoir quand est-ce que le salarié va partir, sur quel mandat et quand est-ce qu'il va revenir. Ça me permet juste d'avoir un suivi de ses absences pour gérer mon planning, parce que j'ai quand même un planning à faire tourner. Mais cette pratique, c'est pas du contrôle a priori, c'est juste une info. Donc l'information, je peux demander une information préalable de l'heure de départ et de retour au poste de travail. Je peux faire un contrôle a posteriori, je pourrais demander à un moment quelle a été l'utilisation des heures. En revanche, pour l'utilisation des heures de délégation, je ne fais toujours pas de contrôle a priori en faisant ça. Je ne demande pas ce qu'il va faire, pourquoi, avec qui, où, comment. Je demande juste à savoir quand est-ce qu'il part de son poste et quand est-ce qu'il va revenir. Hop, merci. Pour les bons de délégation, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ce n'est pas obligatoire, les bons de délégation. Ça, il faut le savoir. C'est possible de mettre en place des bons de délégation. Alors, un bon de délégation, ça ressemble à quoi? Vous avez des formats papier qui sont tout prêts. Vous pouvez créer le vôtre vous-même. Il n'y a pas de modèle réglementaire sur les bons de délégation. En revanche, il faut qu'il soit suffisamment précis pour avoir toutes les infos qui sont utiles, sans aller trop loin dans la demande d'information. C'est ce que je vous disais. Si votre bon de délégation, il se transforme en fait en contrôle de l'activité de votre salarié, ça ne va pas aller. Par contre, ce que vous avez le droit de faire, c'est de demander au salarié, OK, indique ton nom et prénom, dis-moi dans quel service tu es, quel est le mandat que tu vas exercer, parce que parfois, vous pouvez avoir des salariés qui seront bien titulaires de plusieurs mandats. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, vous voulez savoir sur quel compteur vous allez imputer le mandat, à quelle heure le salarié part, à combien de temps il pense s'absenter, et quel est le nombre d'heures qui a été déjà prise dans le mois et le crédit d'heures restant.
Vous allez pouvoir indiquer également si les missions sont réalisées à l'extérieur de l'entreprise. Ça aussi, c'est plutôt pour des questions de responsabilité. Est-ce que vous savez que votre salarié il reste dans les locaux ou est-ce qu'il s'en va? Parce que pour son temps de délégation, rappelons-le, le salarié, il a un peu la liberté d'aller où il veut. Donc, il peut rester dans l'établissement pour aller voir les autres salariés dans l'établissement, faire une tournée un peu des conditions de travail. Il peut préparer des réunions. Il peut aussi aller dans un autre établissement s'il a besoin pour du coup avoir accès à d'autres salariés qui ne sont pas rattachés directement. Donc là, c'est bien de savoir s'il est à l'extérieur ou pas, plus par rapport à ça. Mais je ne lui demande pas où, quand, comment, une fois de plus. Je veux juste savoir s'il est dans mes locaux là ou pas. J'ai la date, j'ai la signature. Une fois que j'ai tout ça, bon, bah, je peux considérer que je n'ai pas demandé trop d'informations. Si je demande juste ce qu'il y a là, par exemple, je sais que ça, c'est correct. Je ne suis pas en train de contrôler l'activité de mon salarié qui est titulaire d'un mandat. Alors, comment on met en place les bons de délégation? Le bon de délégation, vous allez le mettre en place soit parce que vous avez une convention ou un accord collectif qui vous permet de le faire. Vous pouvez aussi avoir un règlement intérieur qui va le prévoir. Et si vous n'avez rien de tout ça, ça peut tout à fait être par décision de l'employeur après concertation avec les représentants du personnel et du coup, respect des délais de prévenance. Mais attention, ayez toujours en tête que ce n'est pas un moyen de contrôle, c'est juste pour organiser vraiment du coup votre planning avec les autres salariés qui sont en poste, savoir quand est-ce qu'il faut remplacer, parce que parfois, on a besoin de remplacer les salariés si jamais ils s'absentent de son poste. Et justement, Cécile, je vois une question qui vient d'être posée. Est-ce qu'il existe des délais de prévenance pour poser ces heures de délégation? Eh bien non, en fait, c'est ça justement l'intérêt du bon de délégation, c'est puisque je n'ai pas de délai de prévenance pour m'absenter de mon poste pour réaliser mes heures de délégation, le bon de délégation, il va venir permettre à l'employeur d'avoir cette information, mais en fait, je m'absente assez rapidement. Alors après, bien entendu, dans certaines entreprises, quand on voit qu'on ne peut pas s'absenter comme ça de son poste de travail parce qu'il y a des exigences de sécurité, notamment une obligation de sécurité à respecter, et si je quitte mon poste, bah, je mets peut-être du coup, j'empêche tout le fonctionnement de l'entreprise. Il y aura peut-être des particularités qui seront fixées par vos accords. Donc ça, il faudra en tenir compte. Mais le bon de délégation, ça montre bien justement que le salarié, il n'est pas là en train de prévenir que dans 3 jours, il va prendre des heures. Il est en train de dire, là, je pars maintenant, en fait. Là, j'y vais. Là, j'utilise mes heures de délégation et je vais partir. C'est un peu la particularité. Maintenant, on va parler du paiement des heures de délégation. La particularité des heures de délégation, c'est un des rares cas en fait où on va considérer que l'absence du salarié, parce qu'on voit bien qu'il n'est pas présent à son poste, il est parti faire autre chose, l'absence du salarié va être assimilée totalement à du temps de travail effectif. Donc, si c'est assimilé à du temps de travail effectif, c'est aussi rémunéré comme tel. Donc là, le salarié, à partir du moment où il utilise ses heures de délégation, en fait, il va être rémunéré comme du temps de travail, même si c'est réalisé en dehors de son temps de travail habituel. Donc, l'utilisation des heures de délégation va permettre au salarié de percevoir un maintien de sa rémunération. C'est une rémunération qui sera, comme toute rémunération, bien entendu, soumise à cotisation de sécurité sociale. Il n'y aura pas, du coup, d'exonération particulière pour les heures de délégation. C'est des heures classiques. Donc, le salarié, s'il travaille dans le cadre de ces heures de délégation, eh bien, il devra être payé et il paiera des cotisations dessus. Et surtout, le salarié ne peut pas eh bien, subir une perte de salaire du fait de l'exercice de ses fonctions. Quand on exerce les fonctions du coup de membre titulaire du CSE, il ne faut pas qu'il y ait d'impact sur sa rémunération. C'est vraiment comme si il avait continué à travailler. Donc notamment, toutes les primes, les majorations qu'il aurait eues s'il avait travaillé doivent être versées aux salariés. Donc ça donne lieu à pas mal de jurisprudence, hein, parce que parfois, cette demande du salarié peut aller un peu loin et on va peut-être aller vérifier si eh bien, elle est bien due. Mais lorsque le salarié, du coup, utilise ses heures de délégation, il doit se dire que ça n'aura aucun impact, de toute manière, sur eh bien, sa paye, concrètement. C'est comme s'il avait travaillé. Donc attention, en revanche, sur les heures de délégation, il ne faut pas qu'il y ait de mention des heures de délégation sur le bulletin de paie. Le bulletin de paie, il doit être totalement, du coup, neutre par rapport
au mandat exercé. Pourquoi? Tout simplement pour éviter des discriminations qui seraient liées à l'analyse du bulletin de paie. Même si aujourd'hui, bon, le bulletin de paie, on le sait bien, aucun employeur ne pourra demander les bulletins de paie de salariés dans le cadre d'un recrutement, par exemple. Ça, avec la directive transparence salariale, ce sera bientôt écrit noir sur blanc, je pense. Il ne faut pas qu'on ait cette information sur le fait que le salarié soit titulaire d'un mandat. Ce qui veut dire qu'on ne peut même pas mettre sur le bulletin de paie heures de travail assimilées ou ce genre de choses qui laisseraient entendre qu'il avait bien exercé un mandat. Du coup, où est-ce qu'on fait ce suivi des heures de délégation pour les salariés qui disposent d'un crédit d'heures? Eh bien, il se fait sur un document annexé au bulletin de paie. Alors, ce document annexé au bulletin de paie, peut-être que vous ne l'avez jamais vu dans votre entreprise, tout simplement parce que vous n'en avez pas eu besoin, mais c'est un document qui est prévu par le Code du travail sur lequel on va retrouver pas mal d'informations différentes, notamment si vous avez par exemple des heures supplémentaires avec des récupérations, des contreparties obligatoires en repos dans le cadre du dépassement du contingent annuel. Dans tous ces cas-là, en fait, vous allez devoir établir un document annexé au bulletin de paie qui va reprendre l'ensemble de ces informations et les heures de délégation pourront figurer dans ce document annexé. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on le sort du bulletin de paie pour que ce soit totalement invisible sur le bulletin de paie. Donc, finalement, par rapport aux heures de délégation, on peut se dire que c'est comme du salaire, quoi. C'est vraiment, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de différence. Pour le salarié, c'est invisible sur la paye et c'est invisible y compris sur les lignes de paye. Une autre question qui peut se poser souvent, c'est que parfois, votre salarié, il peut se retrouver dans des hypothèses de suspension du contrat de travail. Alors, ça veut dire quoi, une suspension du contrat de travail? La suspension, c'est le cas dans lequel vous avez un salarié qui ne travaille pas. Il ne réalise pas sa prestation de travail. Et du coup, vous ne le payez pas, hein, puisqu'il ne travaille pas. Donc, c'est tous les cas où, par exemple, je serai en arrêt maladie, je ne travaille pas, je ne suis pas payée. Alors oui, je perçois des indemnités journalières de la sécurité sociale et peut-être un maintien employeur, mais de base, je ne suis pas payée parce que je ne travaille pas. C'est la même chose quand je suis en congé payé. C'est la même chose à chaque fois que je ne suis pas dans l'entreprise et que je ne travaille pas. Donc, dans les hypothèses de suspension du contrat de travail, on pourrait se dire, il ne travaille pas, je ne le paye pas, du coup, le mandat, il s'arrête aussi. Il se suspend pendant, cette suspension. Ce n'est pas le cas. Il faut déconnecter le contrat de travail de l'exercice des mandats par vos salariés. Vos salariés, même s'ils sont en suspension du contrat de travail, même s'ils sont en arrêt maladie, leur mandat ne s'est pas interrompu. Donc, notamment, il faut continuer à envoyer toute la documentation en lien avec les mandats. Ça, ce n'est pas interdit, hein. On a peur de contacter souvent les salariés parce qu'ils sont en arrêt maladie. Dans le cadre de l'arrêt maladie, ce serait une erreur de ne pas envoyer du coup les documents obligatoires à ces personnes-là. Donc, pour les salariés qui sont notamment dans le cadre d'un arrêt maladie, la seule particularité, c'est que pour pouvoir exercer quand même des heures de délégation pendant son arrêt maladie, il va falloir obtenir une autorisation de son médecin traitant pour voir si c'est compatible avec l'état de santé du salarié. Donc, dès lors que le salarié il a été autorisé par son médecin traitant pour travailler, pour réaliser son mandat, il aura le droit d'utiliser des heures de délégation, y compris pendant la suspension du contrat, même si le salarié est malade. Alors, je sais, ça peut paraître surprenant parce que du coup, on a un salarié qui n'est pas payé, qui, en théorie, ne devrait pas recevoir de salaire, même s'il peut, je le disais, recevoir une indemnisation. Et on va lui décompter, on va lui déclencher des heures de travail. Donc après, c'est plutôt d'un point de vue paye que ça pose des soucis, mais d'un point de vue juridique, c'est tout à fait normal de payer du coup ces heures à ce salarié, même si elles sont réalisées pendant une période de suspension du contrat de travail. Maintenant, sur la prise des heures de délégation, je vous ai dit que vous pouviez prendre les heures de délégation, donc je les ai mis HG, hein, dans le cadre de votre planning pour un salarié qui va travailler du coup du lundi au vendredi. Il peut tout à fait prendre ses heures sur ces journées qui sont travaillées, soit sur ses horaires de travail, soit en dehors de ses horaires de travail, soit même sur des jours qui ne sont pas travaillés habituellement dans le cadre de son planning. Donc cette utilisation du créditeur, comme je vous le disais, en dehors de l'horaire normal, ça suppose quand même que les nécessités du mandat le justifient. Si jamais son mandat il peut être exercé du lundi au vendredi, on ne va pas trop comprendre pourquoi il le ferait le samedi, dimanche ou les jours fériés. Mais ce n'est pas, une fois de plus, à l'employeur de se faire juge,
de cette exigence. Ce sera au salarié de prouver que les nécessités du mandat justifiaient que ces heures de délégation soient prises en dehors de son horaire habituel. Et si jamais, vous le voyez bien, du coup, on le voit bien sur ce schéma, si jamais le salarié prend des heures de délégation en dehors de l'horaire habituel, en plus de son horaire habituel, ça pourrait déclencher, et ça c'est tout à fait possible, des heures supplémentaires. Un salarié qui travaille plus de 35 heures sur une semaine, si jamais il est sur un décompte hebdomadaire de son temps de travail, il pourra bénéficier des heures supplémentaires avec le paiement des majorations ou la récupération si c'est une récupération. Alors là, attention, petite parenthèse, si dans votre entreprise, c'est uniquement de la récup pour les heures supplémentaires, il ne pourra pas exiger le paiement des heures supplémentaires qui sont réalisées dans le cadre de ces heures de délégation. Il pourra uniquement exiger du coup la même compensation comme les autres salariés. Donc ça, c'est pour l'utilisation pendant et hors temps de travail. Après, vous pouvez avoir une utilisation aussi qui peut se poser, par exemple, sur le temps de pause. Vous pouvez avoir des salariés qui prennent ces heures de délégation pendant le temps de pause. Ça, il a le droit de le faire. Mais alors attention, si jamais vous avez des temps de pause qui, chez vous, sont assimilés et déjà payés comme du temps de travail effectif dans l'entreprise, il ne pourra pas obtenir, en plus de ce temps, le paiement du temps de pause. Parce que ça aurait pour effet d'augmenter son crédit d'heure alors qu'il aurait pu prendre ses heures de délégation à un autre moment. Et donc, pendant, je vous le disais, une dispense d'activité, le salarié peut aussi utiliser du coup son crédit d'heure dès lors que ces dispenses d'activité, même si elles sont rémunérées, par exemple, je ne sais pas, un congé conventionnel qui est totalement rémunéré, le mandat n'étant pas suspendu, le salarié pourra obtenir le paiement des heures de délégation qui seront prises durant cette période. Donc là, on a vraiment différents cas de figure et il faut bien les avoir en tête en disant, peu importe finalement quand est-ce qu'il les prend, il faudra les payer. Par rapport au maintien de salaire. Quand le salarié prend ses heures de délégation, je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un maintien du coup de son salaire. Alors, on parle du salaire de base, bien entendu, mais également des éventuelles majorations et compléments de salaire qu'il aurait eu si jamais le salarié avait exercé ses fonctions sans prendre des heures de délégation. Donc ça, c'est le premier point à avoir en tête. Donc, tous les éléments de rémunération qui ont le caractère de salaire seront maintenus. Donc là, je parle des avantages en nature, des heures supplémentaires, des éventuelles primes, même ceux qui seraient liés à des suggestions un peu particulières. Par exemple, d'habitude, le salarié, il travaille de nuit ou il travaille le week-end et il a des primes qui sont liées au travail de nuit et au travail de week-end. Et bien, même ça, il faudra le verser au salarié. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, la prise de ces heures de délégation, elle ne doit pas avoir d'impact. Donc, ça doit être comme s'il avait travaillé. Là, vous allez vous dire, oui, mais là, il n'a pas travaillé de nuit, donc ça peut paraître un peu bizarre parce qu'il a exercé son mandat. Peu importe. En fait, le texte, le Code du travail prévoit pour ce salarié la possibilité de bénéficier de tout son salaire plus des majorations. Il y a une seule chose, pour le coup, que le salarié ne pourra pas vous réclamer, c'est le remboursement de frais professionnels. Alors, même si c'était compris sous une forme d'allocation forfaitaire, les remboursements de frais professionnels, elles ne sont pas dus si le salarié n'a pas exposé la dépense. Vous vous faites rembourser des frais professionnels quand vous avez fait une dépense et que l'entreprise vous rembourse. Si vous n'exposez pas cette dépense parce que vous n'avez pas eu à travailler, vous étiez en heure de délégation, pourquoi on vous rembourserait quelque chose que vous n'avez pas, une dépense que vous n'avez pas eue? Donc, dans ce cas-là, c'est un des rares cas où, effectivement, on va considérer qu'il ne va pas y avoir pour ce salarié un remboursement des frais professionnels. Donc, sur ce point, ça, c'est à vous effectivement de faire le tri parce que parfois, vous avez des allocations qui sont versées qui sont à cheval entre du remboursement de frais professionnels et ce que je vous ai dit, des suggestions particulières. Donc, pareil, on peut avoir un petit peu de jurisprudence parce qu'on n'est pas toujours très au clair sur la qualification de certaines primes qui sont versées. Donc ça, c'est du cas par cas. Il faut analyser la jurisprudence pour savoir si on est dans du maintien de salaire ou dans une hypothèse où il n'y a pas besoin de maintenir le salaire. Pour le paiement toujours des heures et la contestation, alors, souvenez-vous, je vous ai parlé de la présomption de bonne utilisation. La présomption de bonne utilisation, elle ne va jouer que dans la limite du crédit d'heure. Donc, rappelez-vous, le salarié, il a un crédit d'heure global qu'il peut dépasser de manière exceptionnelle, en cas de circonstances exceptionnelles.
Mais dans le cas de son crédit d'heure, tout ce qui est dans son crédit d'heure, en fait, on va présumer qu'il va l'utiliser conformément à son objet. Donc, je ne vais pas demander au salarié de justifier pourquoi, quand, comment il a utilisé ce crédit d'heure. Je vais d'abord les payer. Et après, éventuellement, si j'ai envie, parce que j'ai un doute, je peux demander des précisions. Ça, ce n'est pas interdit. Ça, c'est du contrôle a posteriori. Le contrôle a posteriori, je l'évoquais, ça, ce n'est pas interdit. Vous avez un salarié, il a pris ses heures de délégation, vous le soupçonnez d'être allé à la chasse parce que quelqu'un vous a dit ça. Je dis ça, je rigole en vous donnant cet exemple, mais c'est parce que j'ai vraiment vu un arrêt où il y avait un salarié qui était parti à la chasse. Eh bien, l'employeur a le droit de demander des précisions en disant je vous ai payé telle heure pour tel jour pour une activité qui relève de ce mandat. Merci de me préciser quelles sont les activités qui ont été exercées. Mais je l'ai payé. D'abord, je l'ai payé parce que les heures de délégation bénéficient de cette présomption de bonne utilisation du crédit d'heure. Donc, si je veux en contester l'utilisation, d'abord, je les paye et après, je demande des explications aux salariés. Et là, vous avez plusieurs cas de figure. Soit vous avez un salarié qui va refuser de vous répondre et l'employeur, il a le droit de saisir le juge. Donc là, c'est les prud'hommes. Il va saisir le juge pour obtenir le remboursement des heures payées parce qu'il a payé et le salarié n'est pas capable de justifier qu'il a exercé son mandat. Soit le salarié y répond, mais ses explications sont plutôt insuffisantes. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait. L'employeur peut aussi saisir un juge pour contester l'usage du crédit d'heure. Là, il faudra établir du coup que les heures de délégation n'avaient pas été utilisées conformément. Donc, il faut avoir quelques preuves pour montrer qu'il n'était clairement pas sur une utilisation normale. Et le juge, qu'est-ce qu'il peut faire? Lui, il pourra aussi demander au salarié de préciser ce jour-là, à telle heure, qu'est-ce que vous avez fait de votre crédit d'heure? Et il pourra même condamner le salarié à rembourser les heures de délégation à l'employeur s'il a constaté une utilisation non conforme au mandat. Donc ça, je vous ai parlé de ça, là je parle de la partie crédit d'heure, heures de délégation. Maintenant, il faut distinguer tout ce qui relève du crédit d'heure de ce qui dépasse le crédit d'heure. Votre salarié, il avait un crédit d'heure de 15 heures, il a tout utilisé et il allait au-delà de son crédit d'heure. Il a dépassé son crédit d'heure et il vous dit, paye-moi, c'est tes heures de délégation. Dans ce cas-là, la règle est différente. Pourquoi? Parce que là, la présomption de bonne utilisation du crédit d'heure ne joue plus dans cette hypothèse. Donc là, en fait, ce sera au salarié de justifier qu'il a utilisé ce crédit d'heure pour des raisons exceptionnelles et l'employeur pourra demander c'est quoi les circonstances exceptionnelles en fait qui ont justifié le dépassement du crédit d'heure? Explique-moi, pourquoi tu as fait ça? Est-ce que c'était une utilisation conforme de ces heures avec le mandat? Si oui, je les paye. Sinon, je peux refuser de les payer parce que je n'ai pas cette présomption. Donc, dans le crédit d'heure, attention, vous ne refusez pas, vous payez, après vous contestez si nécessaire devant un juge. Dans le deuxième cas, je peux demander au salarié de se justifier avant de le payer. Donc, il n'y a pas de présomption de bonne utilisation. Donc, je peux payer après justification. Bon, et après, finalement, c'est le salarié qui se retrouvera à devoir saisir s'il veut le paiement de ses heures de délégation. Donc là, deux règles différentes en fonction du mandat. Alors, c'est bien normal, hein, vous l'avez compris, hein, quand je donne 15 heures de crédit d'heure au salarié et qu'il m'en fait 50, il y a un moment, il faut que je puisse aussi contrôler si tout ce qui dépasse, c'est justifié. Par contre, quand je vois que dans mon entreprise, il y a eu beaucoup de droits d'alerte, il y a eu beaucoup de dangers graves et imminents, je le sais en fait, que le dépassement du mandat, il va être lié à des circonstances exceptionnelles dont j'ai eu connaissance. Donc, dans ces hypothèses, je ne cherche pas la petite bête, je vais payer du coup l'utilisation de ce crédit d'heure parce que je sais exactement à quoi il a servi quand je sais. C'est plutôt quand je ne sais pas. Vous avez des salariés, ils vous disent, j'ai travaillé tout le week-end, samedi, dimanche, vous ne savez pas ce qu'il a fait, mais en tout cas, il a pris ses heures de délégation et là, en fait, l'employeur a quand même son droit de regard. Merci beaucoup, Cécile. On a eu pas mal de petites questions. Ce que je vous propose, c'est de répondre à quelques-unes des questions pour le moment et après, on laissera la parole à Catherine sur justement la mise en place dans une solution de gestion des temps, du suivi et de la gestion des heures de délégation. Donc, une première question, Cécile, est-ce qu'on transfère les heures de délégation d'un élu d'un mois à l'autre, en particulier pour un représentant syndical? Alors, le transfert des heures, il est tout à fait possible et il est envisagé par la plupart des accords, y compris par le code qui prévoit des hypothèses de mutualisation, il est autorisé.
Mais ça, sur les modalités concrètes du coup de transfert, il faudra voir directement ce qui a été prévu par l'accord qui met en place les heures. Il y aura pas de... Sur ce genre de questions, c'est très difficile d'avoir une réponse très précise parce que je le disais, c'est très différent d'une entreprise à une autre. Donc, il n'y a pas de principe général. Mais oui, c'est tout à fait possible qu'il y ait ce transfert qui soit envisagé. D'accord, très bien. Et par rapport justement, au délai de prévenance et à la gestion des heures de délégation, est-ce qu'un élu, il peut ne pas se présenter au travail et prévenir a posteriori qu'il était finalement en heure de délégation? Si les circonstances justifiaient qu'il ait besoin vite de partir et qu'il n'a pas eu le temps de prévenir, on ne pourra pas lui en tenir rigueur. Parfois, vous avez des circonstances exceptionnelles qui le feront. Mais en principe, c'est vrai que si le salarié n'est pas là, bah, tout comme toute absence, on est censé dire pourquoi on n'est pas là et prévenir avant. Donc, c'est un motif légitime pour s'absenter, les heures de délégation. Donc, le salarié qui n'informe pas avant, là, ça va poser effectivement une question. Si les circonstances sont exceptionnelles, on ne dira rien parce qu'il a dû se rendre de manière urgente sur une enquête. Il n'a pas eu le temps de prévenir l'employeur. Ça ne me choque pas. Après, dans les autres cas, il faut être vigilant parce que le salarié il doit quand même prévenir de toutes ses absences, quelle que soit finalement l'existence d'un mandat ou pas. D'accord, OK, très bien. Et une dernière question, avant de prendre, toutes vos questions sont bien enregistrées, on y répondra à l'issue, mais là, j'en ai une dernière, Cécile. Est-il possible d'avoir, ou de trouver un modèle de document annexe à fournir justement aux membres du CSE en parallèle du bulletin de paye? Et est-ce que ce document, il doit mentionner les heures utilisées sur le mois ou la totalité des heures de délégation utilisées depuis le début de son mandat? Alors, il n'y a pas de modèle spécifique, donc chaque entreprise aura un modèle différent. Après, sur le contenu de ce document, plus c'est précis, plus c'est facile à expliquer aux salariés et moins vous avez de questions. Donc, si vous avez la possibilité de donner toutes ces informations, ça permet de clarifier toute la situation et ça vous évite des débats. Si on fait le rapprochement, par exemple, avec ce qu'il faut mettre dans le document par rapport aux heures supplémentaires réalisées, c'est vraiment, il y a un suivi mensuel des heures supplémentaires, un suivi récapitulatif, et du coup, on a les totaux qui sont, à chaque fois, on a le total qui apparaît sur le bulletin de paie, donc c'est clair pour le salarié, il ne se pose pas de questions. Si vous pouvez le faire, faites-le, ça vous permet, même pour vous, de savoir où est-ce que vous en êtes par rapport à ces créditeurs. OK, d'accord, très bien. Alors merci pour toutes vos questions. On va avancer un petit peu sur le webinaire justement avec la mise en place, dans une solution de gestion des temps. Bon, alors c'est mon tour. Pourquoi suivre et gérer les heures de délégation dans une GTA? Donc en fait, ce qu'on vous propose dans la GTA, c'est effectivement déjà de poursuivre les heures, d'avoir une planification claire et équitable. Ça permet pour le manager de voir tout de suite si des élus CSE sont disponibles ou non. Il a accès direct au planning du collaborateur pour définir sur une action, justement, comme ça a été dit, si l'élu a saisi ses heures, a prévenu qu'il était absent, en fait, le manager le voit tout de suite sur son planning. C'est aussi plus facile pour tous les élus du CSE, comme ça ils se coordonnent sur des réunions. Et ça peut aussi faciliter pour des personnes, les autres salariés, s'ils veulent, ils peuvent savoir à quel moment les élus CSE sont en train d'utiliser leur rôle et donc peuvent être plus facilement interrogeables dans un périmètre CSE. Donc c'est une accessibilité plus facilitée pour les autres membres de la société. Et puis, ça permet aussi de suivre le respect des droits des élus, puisque en fait, on garantit aux salariés élus d'avoir le nombre d'heures prévues dans le cadre de l'accord pour suivre sans conflit avec leur activité, pour suivre effectivement les heures de délégation. On va aussi avoir une comptabilisation automatique à partir du moment où l'élu a fait ses demandes d'heures, défini qu'il avait des heures du temps de CSE. Il va pouvoir suivre effectivement le temps imparti et on va pouvoir répartir les heures entre titulaires et suppléants si l'accord permet une transmission d'heures aux suppléants. Pour les réunions, c'est d'autant plus pratique en fait pour dire, ben voilà, on sait qu'on a un crédit d'heures sur le mois.
On sait que les réunions pour le CSE, on a besoin des fois que toute l'équipe soit présente, soit suppléant ou titulaire. Donc, on va pouvoir organiser les heures pour que tout le monde ait assez d'heures pour participer. On va avoir des règles de report intégrées aussi. Donc, dans le logiciel, on va pouvoir paramétrer. Donc, comme disait la question, généralement, les reports mensuels, c'est jusqu'à 1,5 fois le crédit mensuel. C'est-à-dire que si j'ai un crédit de 10 heures par mois et que je n'utilise que 3 heures sur un mois, sur le mois suivant, je ne peux reporter que 5 heures en général et non pas les 7 heures qui sont restantes. Normalement, on est plafonné à 1,5 fois le crédit mensuel dans les compteurs. Et les transferts sont encadrés. En fait, les transferts d'heures entre titulaires et suppléants peuvent être faits avec l'ARH puisque généralement, c'est quand même l'ARH qui va pouvoir suivre ces compteurs et permettre la possibilité de faire un transfert d'un compteur à un autre. C'est un suivi plus simple. Et puis aussi, ça permet une gestion des demandes simplifiées, c'est-à-dire qu'en tant qu'élu, quand je vais planifier dans mon planning, je vais faire une demande d'absence, entre guillemets, CSE, demande d'heure de délégation CSE, je fais ma demande. Comme on a vu tout précédemment, je ne demande pas l'accord de poser mon absence, je prévois dans mon planning que je vais être absent à telle heure, et donc ça permet d'éviter le papier, le petit bon qu'on a vu tout à l'heure. En fait, on va pouvoir gérer tout ça directement dans le logiciel. La validation est automatique, puisqu'il n'y a pas de demande d'accord d'absence. Ces demandes sont approuvées automatiquement. Et par contre, il peut y avoir, dans certains cas, dans le cadre d'organisation de la prévenance, on en a déjà vu, donc le délai de prévenance peut être directement paramétré dans le logiciel pour dire aux élus qu'ils ne peuvent pas poser, par exemple, une demande d'absence CSE moins de 1 jour avant la date prévue. Sauf après cas exceptionnel, ce qu'on a vu, s'il doit s'absenter. Donc là, après, il ne va pas forcément faire une demande et on ne va pas avoir forcément le délai de prévenance. Mais c'est toujours justifié. Voilà les principaux cas. Très bien, merci beaucoup Catherine pour cette présentation. Merci aussi à Cécile. Nous, on est Assis, un éditeur de logiciels RH spécialisé en gestion des temps et des activités. C'est ce pourquoi Catherine vous a un petit peu expliqué le rapport entre la gestion des heures de délégation et son utilisation dans un outil de gestion des temps et des activités. On est expert en planification et en optimisation des ressources et on a 2 solutions. Chronos qui s'adresse aux entreprises et aux organisations publiques et privées, les grandes entreprises et organisations publiques et privées. Et on a également une deuxième solution qui s'appelle Sourcis, qui est également une solution de gestion des temps et qui vient surtout accompagner les PME et ETI dans leur gestion des temps et des plannings. On accompagne aujourd'hui plus de 1500 organisations qui nous font confiance dans leur gestion des temps et des plannings, ce qui représente un peu plus de 1,5 million d'utilisateurs au quotidien. Voilà pour nous et comment est-ce que nos logiciels vous aident à gérer justement les heures de délégation comme Catherine vous l'a présenté. On va passer pour les quelques minutes restantes à une partie de questions-réponses. Il y en a pas mal qui ont été justement posées, surtout sur la partie juridique. Donc, on va pouvoir les reprendre tranquillement. Justement, par rapport à, vous en avez parlé justement sur les transferts et autres, est-ce qu'il y a un délai pour demander un transfert entre un titulaire vers un suppléant? Est-ce que le CSE doit informer l'employeur un certain nombre de jours avant ce transfert? Ça, pareil, en fait, le transfert, il va se faire, par exemple, en cas d'absence du titulaire pour se rendre à une réunion. Il va dire à son suppléant, tiens, tu peux venir à ma place. Donc, le délai, il ne faut pas qu'il empêche, s'il y en a un, il ne faut pas qu'il empêche le salarié suppléant de pouvoir utiliser les heures qui seront transférées. Donc, il peut y avoir des particularités dans les accords. C'est comme voilà, les délais de prévenance qui sont fixés par les accords. Tout ça, c'est dans l'accord, mais dans le Code du travail, il n'y a pas de délai fixé en dur. Donc, il n'y a pas de minimum requis. Tout sera fixé par la négo. Très bien.
Tu en as un petit peu parlé justement, Cécile, de la particularité des forfaits jours qui ont un contrat justement de représentant du personnel. Comment est-ce qu'on peut faire pour suivre les demi-journées pour les forfaits jours, alors que ce soit côté Catherine dans un logiciel de gestion des temps et côté Cécile sur quelque chose d'un peu plus au niveau du cadre juridique? En fait, le salarié en forfait jour, si vous lui dites qu'il a 1 jour et demi à poser, vous savez que sur une des journées de travail, plus une demi-journée, en paye, vous allez le toper comme s'il était là, donc ça n'aura pas d'impact. Après, sur son planning, vous aurez un endroit, alors ça peut être un truc totalement séparé hein, avec le suivi. Vous devez faire le suivi de ce forfait jour en vous disant qu'il a pris ses 3 demi-journées. Mais ça peut être totalement invisible sur lui, sa pause de journée, demi-journée, ou ça peut se faire sur le même outil. Il peut aussi se dire, tiens, là, je l'ai posé en journée et demi-journée. Comme ça, vous avez à la fois le suivi des journées travaillées, plus le suivi du nombre d'heures de délégation utilisées. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est juste eh bien, faire travailler le salarié une journée et demie de plus. Il faut bien lui retirer une journée et demie de plus. Sinon, on lui demande de faire au-delà de son forfait. Donc, il y a plusieurs méthodes de faire. On pourrait tout à fait aussi se dire, mais il ne faut pas que ce soit visible par d'autres salariés, qu'on réduit le nombre de jours attendus sur, par exemple, son outil où il va poser ses journées demi-journées. On va réduire d'une journée et demie le nombre de jours attendus. Ça, peu importe. Dans les faits, il faut juste qu'il puisse bénéficier d'un côté de sa journée de délégation, enfin ses 3 demi-journées de délégation, qu'il soit payé en paye comme s'il avait fait tout son forfait et qu'on ne lui demande pas de travailler une journée et demie, mais qu'on prenne bien en compte le fait qu'il travaillera par rapport à d'autres salariés une journée et demie en moins. Sur le comment faire, ça, chacun gère un peu comme il veut. Bon, c'est comme les forfaits jours. Hein. Les forfaits jours, de manière globale, chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. OK, d'accord, très bien. Et justement, tu faisais référence à la paye. Est-ce qu'il doit y avoir une saisie spécifique, en paye ou est-ce qu'on laisse la paye comme si, il avait été présent et qu'il avait travaillé normalement? Non, justement, sur la paye, il faut vraiment qu'il n'y ait aucune distinction entre le bulletin d'un forfait jour qui a des heures de délégation et le bulletin d'un forfait jour qui n'a pas d'heures de délégation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ligne qui va être différente. La seule différence qu'on aura, c'est sur le bulletin annexé que personne ne verra du coup, sauf le salarié qui va le recevoir. OK, d'accord. Une question pour toi, Catherine. Est-ce que, Assis a développé des tableaux de suivi RH pour, la population des élus avec un accès à un dashboard, pour, peut-être potentiellement, voir les compteurs, suivre un petit peu toutes les données liées aux heures de délégation? Donc, tout est paramétrable en fait dans le logiciel. On va tout suivre dans des compteurs et en fait, on va pouvoir éditer ces tableaux de compteurs pour suivre effectivement les heures passées, les heures acquises et les heures prises. Donc, après, tout est paramétrable et on va pouvoir faire une édition selon ce qu'on recherche comme information. D'accord, très bien. Merci. Pas mal de petites questions justement sur les heures de délégation, lorsqu'elles sont, prises sur, des congés payés ou des week-ends justement. Est-ce qu'elles sont considérées comme, donc des heures supplémentaires? Du coup, est-ce qu'elles sont payées aussi en heures supplémentaires? Comment est-ce que, c'est géré, et comment est-ce qu'on calcule justement ces heures de délégation qui sont prises en dehors du temps de travail? C'est une très bonne question parce que vous pouvez ouvrir le code, vous ne trouverez pas la réponse. Donc, c'est très délicat. Alors déjà, je vois qu'il y avait pas mal de questions sur les heures qui sont prises déjà le week-end. Vous avez raison, quand un salarié prend ses heures le week-end, je le rappelle, puisque les heures de délégation sont totalement assimilées à du temps de travail effectif, c'est comme s'il avait travaillé. La conséquence directe, c'est que ça peut impacter son repos. Donc le salarié, je le rappelle, il a le droit à un repos de 11 heures entre 2 journées de travail et 35 heures sur le week-end. Ça peut être plus dans votre convention collective, donc ça, c'est à vérifier. Donc si jamais le salarié, il fractionne beaucoup ses heures de délégation, il empêche finalement son repos hebdomadaire ou même son repos quotidien eh bien, d'être atteint. Si je coupe ma séquence de 11 heures de repos, je la coupe en deux avec des heures de délégation en plein milieu, forcément, je n'ai pas mes 11 heures continues. Donc ça, bon, ponctuellement, ça aura pour effet de décaler effectivement la prise de poste pour vérifier le repos du salarié. Donc si c'est une fois dans le week-end, en général, on retrouve 35 heures avant ou après. Si c'est du coup un peu plus long, on peut avoir besoin de décaler le planning pour tenir compte de ça. Surtout pour les salariés qui vont avoir des horaires particuliers, la nuit et jour. Donc il faut faire attention quand même au délai, au repos minimum à accorder parce que vous n'êtes pas exonéré de respecter ces repos.
Après, il peut y avoir des salariés qui vont abuser aussi de cette situation et qui vont, de manière volontaire, couper ces périodes de repos pour ne jamais reprendre leur poste. C'est déjà arrivé, il y a déjà un arrêt qui a traité du sujet. Et là, la Cour de cassation, elle a considéré que le salarié, il pouvait être condamné au titre d'un abus dans l'exercice de ses heures de délégation. Parce que je peux, en posant des heures de délégation de manière pointillée, faire en sorte que j'ai jamais mon repos quotidien, j'ai jamais mon repos hebdomadaire, et au final, je ne reprends pas mon poste parce qu'on me décale à chaque fois. Ça, bien entendu, c'est pas dans l'intérêt de l'entreprise de faire ça. Si jamais c'est abusif et que ça n'a aucun lien avec les fonctions, ça peut donner lieu à une condamnation du salarié. Donc, on peut lui dire non, ne fais pas ça. Il faut que ce soit ponctuel. Si c'est exceptionnel, ça passe, c'est normal, et on va décaler, on va faire le nécessaire. Si c'est régulier et que ça empêche tout le monde de fonctionner et que c'est fait exprès, c'est plus problématique. Donc il y a ça. Ensuite, la question des heures de délégation qui vont tomber pendant des périodes de suspension, ça c'est un vrai sujet. Parce que pendant une période de suspension, le salarié ne travaille pas, je le disais, et il n'est pas payé. Et je suis en train de vous dire à côté de ça que les heures de délégation, c'est du temps de travail, payé comme tel. Et donc on se dit, mais moi, il est en suspension. Comment je paye quelqu'un qui n'est pas censé être là? Donc, pareil, on fait comme on peut. J'ai vu des entreprises qui vont attendre en fait le retour du salarié pour lui payer toutes ses heures et pour les ajouter sur sa première semaine pour éviter de tout mettre en l'air sur le bulletin de paie parce qu'il n'y arrive pas à insérer pendant une période de suspension des heures de délégation. Il y en a d'autres qui arrivent à trouver un paramétrage qui permettra de les payer, y compris pendant une période de suspension. Mais le problème, c'est que si je paye des heures de délégation pendant une période de congés payés, ça suspend mes congés payés, je ne perçois plus mon indemnité de congés payés. Et il y a un moment, ça va pas. Enfin, une explication à donner aux salariés, c'est très compliqué. Quand on parle d'une heure ici, d'une heure là, couper les congés payés pour ça, c'est compliqué. Donc, j'ai pas de réponse là-dessus juridique. C'est vraiment dans l'opérationnel qu'on va essayer de trouver des solutions. La Cour de cassation, elle ne s'est pas encore trop prononcée dessus, ça ne l'intéresse pas trop, les problématiques de paye. Donc, ça, c'est bien d'en discuter avec d'autres personnes qui sont confrontées au problème pour voir comment elles ont pu contourner. Mais c'est vraiment de la technique paye, c'est pas d'un point de vue juridique. Juridiquement, moi, je suis censée vous dire qu'il faut les payer pendant la suspension, mais je sais qu'en paye, c'est compliqué. Ok, d'accord, très bien. Merci Cécile. Vous avez encore plein de questions, on a un petit peu débordé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes vos questions et on les mettra du coup dans le mail que vous allez recevoir cet après-midi avec le replay de ce webinar et le support de présentation. Comme ça, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Mais là, au vu du temps et de l'heure qu'il est, on ne va pas prendre de temps supplémentaire dessus. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster. On y répondra du coup dans notre mail de retour de ce webinaire. Merci à tous pour votre présence, votre participation. Merci à Cécile et à Catherine pour cette présentation et votre expertise sur le sujet des heures de délégation. Merci à tous pour votre présentation. Et si jamais vous avez un sujet d'heures de délégation, n'hésitez pas à faire appel à nos services chez Assis. On sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur votre projet de gestion des temps et surtout de gestion des heures de délégation dans un logiciel de GTA. Très bonne journée à tous et on Merci à espère vous. vous revoir à très bientôt. Merci, au revoir, bonne journée.